Monsieur le modérateur, chers confrères, je suis très heureuse de participer à cette session de cas cliniques. Voici mes conflits. C'est une petite dédicace pour Kim Benhammer. Mais en effet, à l'heure de la Heart Team, l'infarctus chez la femme enceinte demande une collaboration étroite entre cardiologues, obstétriciens et anesthésistes. En effet, la prise en charge thérapeutique est toujours un équilibre périlleux entre la sauvegarde de la mère et celle de l'enfant. Je vous présente donc le cas de madame, une patiente de 38 ans, qui est hospitalisée en obstétrique pour une prééclampsie à 27 semaines d'aménorrhée. Elle n'a pas de facteur de risque cardiovasculaire, pas d'antécédent. Elle présente donc une hypertension à 160 sur 90 mm de mercure, une protéinurie à 5 grammes par 24 heures, ce qui définit la prééclampsie. Elle bénéficie d'un traitement par antihypertenseur, donc du Trandate intraveineux, et une cure de corticoïdes pour accélérer la maturation pulmonaire du fœtus. Malheureusement, à H+24, elle appelle pour une douleur thoracique brutale, constrictive, associée à des sueurs. On réalise donc cet électrocardiogramme. Alors on retrouve un léger sous-décalage du segment ST en inférieur, un miroir latéral. On fait une écho, bon VG, normocinétique, péricarde sec, aorte normale. Pas de signe pour un cœur pulmonaire aigu. Donc on intensifie le traitement, du Loxène en intraveineux, de la HNF, 24 000 unités, de l'aspirine. Malheureusement, la douleur persiste, l'électro est toujours modifié. Donc on discute avec les obstétriciens, les anesthésistes, et puis on décide de transférer la patiente pour une choro, en choro pour une angioplastie primaire. Alors un réseau gauche, un peu comme on s'y attend, une femme de 38 ans, pas de facteur de risque, qui est finalement non athéromateux, non calcifié, non infiltré. Et puis donc l'injection de la droite au catéguide, alors rapidement, pas vraiment de lésion significative, un flux TIMI 3, je repasse la diapo. Et puis l'analyse un petit peu plus soignée, là on voit au niveau de la croix du cœur un aspect un peu estompé, alors qui laisse penser au coronarographiste d'astreinte. Il s'agit probablement d'un processus thrombotique mais non occlusif. Donc à ce stade, avec une distalité grêle, on en reste à un traitement médical. On ne réalise pas de thromboaspiration, bien sûr pas d'angioplastie, mais on fait en fait un bolus de réopro intracoronaire, une perfusion sur 6 heures, de la HNF 15 000 unités par 24 heures et une dose de charge de Plavix 600 mg. Alors l'évolution est plutôt correcte, une tension équilibrée sous une trithérapie, une fraction d'éjection conservée, toujours normocinétique, un bon monitoring fœtal, un enfant Manning 8 sur 8, une bonne vitalité, et un pic de CPK tout de même à 775 unités par litre qui atteste une véritable nécrose. Alors à nouveau, on se réunit avec les obstétriciens, J+4, ils nous disent que la prééclampsie est stable, mais que la surveillance de l'enfant devient difficile. Il y a une diminution des mouvements actifs fœtaux, une hypoperfusion placentaire qui est due au traitement antihypertenseur, et ils proposent donc une césarienne à J+8 de l'infarctus. Mais avant, plusieurs étapes. D'abord, une coronarographie de contrôle, une IRM fœtale pour le risque hémorragique cérébral sur réopro, qui passe la barrière placentaire, et puis un arrêt du Plavix, et on fera la césarienne 4 jours après l'arrêt du Plavix. Malheureusement, 24 heures après l'arrêt du Plavix, nouvelle scène infarctoïde, avec là vous voyez un ST un peu plus franc, un sus-ST en inférieur, et puis un miroir même plus étendu en antérolatéral. On transfère en choro. Donc ici, l'injection de la coronaire droite de contrôle, on voit donc un processus thrombotique qui est plus important, notamment ici, au niveau de la croix du cœur, avec cette image très floue. Voilà, donc à ce stade, on pense que la récidive du SCA, elle peut être liée donc à l'extension thrombotique avec une subocclusion au niveau de l'IVP. On décide donc de passer un guide dans l'IVP, de thromboaspirer. Et puis au retrait du cas de guide thromboaspiration, on se retrouve avec un guide qui va passer dans une artère qui n'avait pas été vue et qui fait découvrir une énorme RVG, qui n'avait pas été vue. Le passage du guide suffit à déthromboser l'artère. Et a posteriori, on se dit que l'infarctus déjà initial était peut-être dû quand même à cette thrombose de la RVG qui n'avait pas été vue. Et puis, on thromboaspire à nouveau, parce qu'on a une charge thrombotique importante. On obtient ce flux qui est plutôt tout à fait correct, un TIMI 3, mais vous voyez cette image-là, très particulière, avec une discordance de calibre de diamètre entre la partie médiane, la partie distale de la CD3,
qui fait quand même bien penser chez cette femme jeune enceinte à un hématome intrapariétal qui est compliqué d'un thrombus intraluminal. Alors, il y avait quand même une charge thrombotique importante, elle avait l'infarctus, donc nous on a intensifié le traitement, donc 300 mg de cardégique, de comprimés de Plavix, de la HNF et même de l'intégriline. Malheureusement, la prééclampsie s'est décompensée, la tension n'était plus du tout contrôlée, la patiente présentait des céphalées, donc nouvelle réunion pluridisciplinaire et malheureusement une décision d'interruption médicale de grossesse pour un sauvetage maternel. Alors l'évolution à J5 post-arrêt de grossesse, il est bon, une amélioration des paramètres cliniques, des paramètres biologiques, et malheureusement la patiente a accouché à J plus 15 par voie basse sous cardégique et Plavix. Donc une histoire difficile d'une femme de 38 ans qui présentait une prééclampsie, probablement la cause favorisante du syndrome coronarien aigu, une récidive du SCA, alors peut-être l'allègement des traitements antiagrégants, mais on n'était qu'à 24 heures après l'arrêt du Plavix, peut-être le rebond aussi du Réopro, en tout cas il y a une majoration du traitement anticoagulant, antiagrégant et puis surtout une décompensation de prééclampsie qui vont nous mener à une interruption médicale de grossesse pour un sauvetage maternel. Donc ce cas clinique, en fait, pour souligner la difficulté de prise en charge de l'infarctus chez la femme enceinte, une prise en charge qui n'est pas du tout codifiée et qui nécessite vraiment une collaboration pluridisciplinaire. Alors que savons-nous sur le SCA et les grossesses? Eh bien, les pathologies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité maternelle indirecte au cours de la grossesse. L'incidence, elle est faible, 0,01%, faible mais en progression, puisqu'on dénote dans des registres nord-américains un cas sur 73 000 en 90 contre 1 sur 24 000 en 2000. Donc la grossesse, elle multiplie le risque d'infarctus par 3 ou 4 dû aux modifications physiologiques cardiovasculaires, aux troubles de la coagulation, mais qui sont potentialisées aujourd'hui par l'augmentation du tabac, du diabète et de l'obésité chez nos femmes jeunes. Alors ce registre nord-américain qui a colligé plus de 100 infarctus chez la femme enceinte, qu'apprenons-nous? Eh bien que le SCA de la femme enceinte, il se situe pour 50% des cas en antépartum, que 70% de ces femmes ont plus de 33 ans, que le SCA de la femme de l'antépartum, finalement, c'est un SCA un peu classique. Ce sont des facteurs de risque, 60% de fumeuses, et puis des lésions coronaires, finalement, qui sont des lésions dites aussi classiques d'athérosclérose. Seulement ici, 11% de cas de dissection. Alors qu'en péripartum, eh bien, on a 50% de dissection. Pour ce qui est de la mortalité, eh bien, vous voyez qu'en antépartum, on sauve la mère, entre guillemets, 9% de mortalité chez la mère, mais 11% chez l'enfant. Donc, à nouveau, un équilibre vraiment très périlleux entre mère et l'enfant, alors que par contre pour ce qui est du péripartum, 18% de mortalité maternelle, donc c'est énorme, ce qui est dû probablement un diagnostic tardif, une prise en charge difficile, la gestion des anticoagulants en péraccouchement, enfin une gestion que personne ne souhaite avoir à faire, mais prix à payer tout de même pour l'enfant puisque 5% de mortalité infantile. Alors l'ESC en 2011 propose des guidelines, ils nous disent bien la femme bien sûr qui est enceinte mais qui fait infarctus, il faut bien sûr aller en choro, c'est du 1C, voie radiale, tablier de plomb abdominal dorsal, la thrombolyse, toujours une contre-indication relative. Sur les traitements, on a le droit à de l'aspirine, du Plavix, la HNF, l'HBPM, les bêta-bloquants, les nitrates ou les inhibiteurs calciques, non recommandés parce que manque de preuves, le ticagrelor, le prasu ou les anti-GP, et contre-indication totale par effet tératogène, les IEC, les ARA2, inhibiteurs de la rénine ou les statines. Alors ce qui nous importe, nous, c'est l'irradiation. Alors l'irradiation du fœtus et de la mère, il faut savoir que les effets tératogènes sont des effets déterministes à seuil d'apparition et qu'ils vont dépendre de la dose, bien sûr absorbée par le fœtus et de l'âge gestationnel. Il faut bien sûr essayer de passer les 12 semaines d'aménorrhée, qui est la période d'organogénèse majeure, mais on sait aussi qu'une dose à l'utérus inférieure à 100 mg, c'est quand même important, et sans conséquence pour le fœtus. Alors si on revient à notre cas, eh bien les suites ont heureusement été simples sous cardégique et Plavix sur 6 mois, puis cardégique seul, NYHA1, une fraction d'éjection normale. La contraception, là aussi, donc contre-indiquée à vie à la pilule œstroprogestative, plutôt privilégiée d'une contraception progestative, et puis un délai minimum avant une nouvelle grossesse d'au moins 1 an.
Alors 3 ans plus tard, elle revient à votre consultation avec un projet de grossesse. Alors un peu embêtée. Alors que lui proposer? Comment pouvoir autoriser ou non cette grossesse? Eh bien l'ESC donne des outils avec des classifications, notamment la classification WHO, qui va permettre de colliger les facteurs de risque cardiovasculaire, la cardiopathie préexistante. Alors 4 classes, 1 aucune contre-indication, 4 contre-indications majeures. La classe 4 finalement c'est la STAP sévère, c'est le RA, le RM, les pathologies de l'aorte dont la coarctation, et pour la cardiopathie ischémique, une fraction d'éjection inférieure à 30% et une YHA 3 ou 4. Donc notre patiente, on l'autorise, donc elle poursuit sa grossesse sous aspirine 160 mg, une maternité de niveau 3 pour la suivre bien sûr, un suivi mensuel, des réunions pluridisciplinaires à chaque trimestre. Premier trimestre, est-ce qu'on poursuit, est-ce qu'on change les traitements, notamment l'insuffisance cardiaque? Deuxième trimestre, on évolue la cardiopathie, où est-ce qu'on en est? Poursuite de la grossesse et jusqu'à quel terme? Et enfin, troisième trimestre, bien voie d'accouchement, gestion des antiagrégants anticoagulants et le type d'anesthésie. Donc après vous avoir raconté une histoire pas très drôle, je vous rassure, la deuxième grossesse s'est très bien passée, un accouchement par voie basse sans bon problème, la naissance d'un petit garçon, donc plutôt happy end, et je ne crois pas que ce petit garçon s'appelle Georges. Je vous remercie de votre communication.